Bienvenue au monde de la course, épisode numéro 4 de la course au temps du coronavirus, qui sont un peu les nouvelles du monde de la course en ces temps de confinement. Euh, Aujourd'hui, tout d'abord, je tiens à remercier deux Patreons que j'avais seulement pu remercier une fois ce mois-ci, puis je devais les remercier deux fois vu qu'ils ont rejoint au dernier mois et que j'avais pas encore pu faire leur shout-out. Merci à Mathieu Pollard et merci aussi à Marc Pagé. Merci beaucoup de supporter le podcast en faisant un don mensuel sur Patreon. S'il y en a d'autres qui veulent avoir un shout-out à chaque mois, vous pouvez aller sur Patreon, le monde de la course, pour cela. Euh, Aujourd'hui, tout d'abord, ceux qui regardent en vidéo vont peut-être voir, je sais pas, je pense pas que ça paraît trop sur la caméra, mais j'ai pogné beaucoup de soleil. Aujourd'hui était la deuxième journée de mon retour au travail d'enseignant. Euh, En fait, ce qu'on faisait, c'est simplement distribuer les effets scolaires pour les élèves qui ne reviennent pas. Euh, Puis là, maintenant, les nouvelles changent à chaque jour et on ne sait même pas si on va vraiment revenir avant septembre. Mais ouais, j'ai passé toute la journée dehors à accueillir des parents et j'ai encore pas ma casquette. Ma casquette est toujours chez mes parents en ce moment. Et j'attends un peu. Peut-être qu'à un moment donné, je vais passer la chercher, même si on essaie de garder la distance sociale. Je vais dire à mes parents de reculer et je rentre dans la maison prendre ma casquette parce que sinon je vais pogner un petit peu de cancer de la peau. Euh, Aussi, pour revenir sur le petit quiz que j'avais mis sur la page Facebook du monde de la course, j'avais mis une photo avec mon invité que j'ai reçu c'était jeudi passé, si je me souviens bien, à Sherbrooke. Eh bien, voici tout d'abord les essais des personnes. On a André Day qui dit: Il me semble reconnaître monsieur, ça va bien aller. Parce que j'avais mis un petit arc-en-ciel pour couvrir le visage, pour garder l'anonymat. Euh, donc, petite référence à l'arc-en-ciel. Un qui m'a bien fait rire, un Lucky Charm de PM Arcan. Pas pire, en effet. Ça explique la présence de l'arc-en-ciel dans le visage. On a eu un bon guess, Mathieu Blanchard de Manoflo Saint-Jean. C'est vrai que, dans le fond, moi, j'ai laissé un petit indice, j'ai laissé la chevelure euh, visible, donc on pouvait un peu se fier à la chevelure, sinon on pouvait se fier un peu à la forme du corps, mais on voyait pas grand-chose. Donc à la chevelure, ça aurait pu être Mathieu Blanchard, c'était des cheveux qui étaient un peu avec un bandeau qui sont un peu recourbés. Je sais pas c'est quoi le style de cheveux en ce moment de Mathieu Blanchard, mais peut-être que ça ressemble à ça. Et c'est vrai, un indice que j'avais dit, c'est que c'est quelqu'un que j'avais dit que je voulais déjà recevoir. Et c'est vrai, j'ai déjà mentionné ça. Euh, un autre bon guest de Gabriel Robillard, Thomas Fafard, qui a déjà eu ce style de cheveux. Un autre bon essai. Et un essai, je dirais, un peu plus foireux, Eliud Kipchoge. Je pense, oui, je sais que la personne niaise, franchement, c'est évident. La personne, on peut voir qu'elle était bien blanche. Et Kipchoge n'a pas de cheveux. Il a le coco rasé. Une bonne petite blague. Eh bien, personne n'a eu la bonne réponse. Donc, personne ne reçoit le prix d'avoir un grand shout-out, même si je viens de tout leur donner un peu un shout-out à chaque personne. Et c'était. Je pense que les gens peut-être le connaissent moins parce que je pense que mes auditeurs sont beaucoup de Montréal. Donc, deux coureurs à la base de Montréal qui sont sortis, Thomas Fafard, Mathieu Blanchard, un du Kenya, donc ça c'est un peu moins, puis un de Farfadelan. C'était Jérôme Bresson, qui est un triathlète qui fait vraiment des grosses distances, du triathlon d'ultra endurance, puis dans un style un peu trail, dans des conditions assez extrêmes. Il a fini notamment 7e au Norseman, je pense que c'était en 2018 ou en 2019. 2019, je pense. 2019, donc quand même récent. Il y avait un beau reportage sur ça de Radio-Canada, vraiment très professionnel, beaucoup plus que ce podcast, que je partagerai pour donner un peu de hype aussi.
Je vais sortir cet épisode mercredi comme promis. Désolé de ne pas avoir sorti cet épisode de la course au temps du coronavirus. Je pense que j'avais dit dimanche. Finalement, il y a des choses qui arrivent dans la vie. On pogne des coups de soleil, des affaires de même. Des fois, on est fatigué le dimanche soir, puis je savais que je devais travailler le lendemain, puis c'était juste... si j'enregistrais ça, ça allait être plus pénible qu'en ce moment, même si en ce moment c'est un peu pénible pour ceux qui écoutent, mais ça aurait été assez pénible de m'entendre radoter tout seul. Tout était trop fatigué. J'ai retardé un petit peu. Vous pourrez remarquer, je modifiais subtilement le post Facebook. Initialement, j'avais dit on dévoilera la réponse du concours dimanche. Puis là, dimanche soir, j'ai modifié lundi. Et lundi soir, j'ai modifié mardi. Mardi est la vraie date. Je vais sortir ça sûrement autour de 11h30 PM, mais je vais le faire. C'était ça. C'était Jérôme Bresson. Super entrevue, je pense que ça dure environ 2h20. Triathlète, je pense que c'est mon premier triathlète que j'ai reçu. Il est aussi ton coach, donc c'est un peu comme ça que j'ai réussi à l'avoir en contact et de réussir à faire l'entrevue. Bien sûr, ça a été fait avec le 2 mètres de distance. Je sors le galon au début de l'entrevue, donc ne vous inquiétez pas. Alors passons à aujourd'hui, sujet d'actualité. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur le dernier épisode que j'ai fait, qui était les bases de la course. Quelques points qui m'ont été rapportés, merci, par des auditeurs, des précisions, des choses comme ça. Tout d'abord, merci à Mathieu Pollard qui m'a partagé, je pense, j'ai parlé un petit peu des crampes pendant cet épisode. Dans le fond, il m'a partagé un article de Radio-Canada qui est sorti tout récemment. Mais c'est pas des nouvelles que les crampes, ça vient de ça, mais je pense que c'est justement avec la vague de nouveaux coureurs, toutes les nouvelles un peu orientées vers la course sont plus populaires, et donc il s'en fait. C'était, à un moment donné, il interview le docteur Jérôme Ouellette, qui explique un peu l'origine des crampes. Ça revenait un petit peu à ce que j'avais dit. Un des mécanismes qui est expliqué était que tes muscles, je pense que tes muscles respiratoires un petit peu, manquaient d'oxygène. Donc tu les pousses tellement fort, tout ton sang se rend à tes jambes, à tes pieds, et tes muscles respiratoires sont juste pas capables de suivre. Donc c'est pour ça que là, quand ils sont en manque d'oxygène, là, tu commences à sentir une douleur là. C'est un signe que là, ça fournit pas. Donc, c'est la fameuse crampe classique, proche du ventre un petit peu. Ça, c'est une des explications, et selon moi, c'est l'explication qui fait le plus de sens parce que, comme de fait, quand je ralentis, après un certain temps, ça part. Puis la logique est que quand tu ralentis, ben là, le sang est moins concentré vers tes jambes, il peut plus aller vers tes muscles respiratoires et tes muscles respiratoires sont moins poussés. Peut-être aussi c'est d'autres muscles. Puis il y avait aussi une autre explication là-dedans, comme quoi tu fais bouger beaucoup tes intestins, tout ça, ça shake, c'est pas super. Il y avait aussi ça. Je vous laisserai lire l'article, je vais le mettre en lien aussi si je m'en rappelle bien, si je me rappelle de faire ça. Mais donc c'était très intéressant. Ça vient un peu confirmer mon expérience personnelle. Très intéressant. On parlait, j'ai jasé un peu de caca avec Mathieu, qui m'a. Parce que moi, je m'étais un peu emporté là-dessus dans le dernier épisode. Mais c'est un vrai sujet. C'est drôle, il y a certaines personnes c'est jamais arrivé pour eux, ou ils n'ont jamais entendu d'histoire, puis moi. J'en connais des histoires. Personnellement, je suis un rescapé, mais j'ai passé proche souvent. On jasait un peu. C'est le fun parce que ça menait un sujet qui est quoi faire pour avant une course, dans le fond. Comme de fait, ce que je recommande moi aussi de faire, c'est d'essayer d'éviter un peu, lâcher un petit peu les carbs complexes, les glucides complexes. Pas manger trop de pain brun, pas manger de pâtes de blé entier. Aller vraiment pour du pain blanc, des pâtes classiques.
parce que tu vas avoir le moins de fibres dans ton corps. Parce que des fibres, ça va rester dans tes intestins, c'est pas absorbé. Tu veux que tout ce que tu prennes avant une course, ça soit absorbé. Tu veux avoir rien dans tes intestins, rien dans ton estomac. Tu veux que tout ait été vidé. Puis aussi, ça m'a apporté aussi au sujet que euh, plus j'ai fait de courses, je pense plus mon corps s'est habitué que quand c'est le jour de la course, moi, je me vide comme 3 fois à 4 fois avant une course. Donc, c'est juste, je fais même pas exprès, c'est juste, c'est rendu un réflexe, mais je pense que ça m'aide. Puis c'est un phénomène classique. Tous ceux qui ont déjà couru en cross-country savent que une des grosses choses qu'il faut penser quand tu fais du cross-country, c'est où sont les toilettes. Puis ça donne un gros avantage stratégique sur les autres. Parce que si t'as pas de toilette où aller avant la course, mais là, il faut peut-être t'aider dans les bois, puis là, ça te rajoute un stress avec quoi tu vas te torcher, tout ça. Et donc, d'identifier des toilettes pas trop populées, vraiment, je dirais que ça devient une stratégie dans le cross-country. Puis c'est aussi une stratégie dans les courses en général. On le connaît tous. Tous ceux qui ont déjà fait des courses savent ce phénomène d'attendre en file pour les maudites toilettes chimiques qu'il y a plein de monde qui attendent. Moi, je suis chanceux en tant qu'élite. Des fois, on a notre toilette réservée à nous, mais pas tout le temps. Fait que ça fait toujours partie de ma stratégie. Première chose que je demande, c'est sont où les toilettes. J'essaie toujours d'en spotter des un peu plus loin, que tu fais un petit détour, mais que là, il n'y a personne. Puis là, tu peux aller 2-3 fois sans avoir à faire la file à chaque fois. T'as-tu envie de nous jaser des affaires de toilettes, toi? Ben, tu sais, pour ma part, dans les triathlons, il y a souvent beaucoup de toilettes. Puis, tu sais, dans les zones où est-ce que tu sais, c'est les zones de transition, dans le fond, les spectateurs peuvent pas avoir accès à ces zones-là. Fait que ça fait que dans ces zones-là, il y a juste les gens qui vont partir pour la course qui ont accès. Fait que ceux qui sont pas encore, tu sais, qui vont avoir leur course dans 2 heures, ben, ils peuvent pas y avoir accès pour le moment. Fait que, tu sais, il y a comme des toilettes VIP un peu pour les gens qui vont commencer leur course. Puis même quand tu fais, par exemple, ton circuit de vélo, la zone de transition, c'est l'endroit où est-ce que tu viens toujours reporter puis rechercher ton matériel. Fait après la natation, tu déposes tes lunettes, ton casque, ton wetsuit. Puis là, t'es pour prendre ton vélo puis tout. Sauf qu'à ce moment-là, tu sais, il y a des toilettes justement dans la zone de transition. Fait que si tu veux, tu sais qu'ils sont disponibles puis ils sont libres. Là. Fait que c'est pas un enjeu que j'ai vraiment vécu avant, je t'avouerais. Mais je pense qu'il y a une bonne différence entre le triathlon et la course. C'est que le triathlon, c'est toutes les courses sont spread out sur toute la journée. C'est ça. Puis tu as aussi moins de participants juste en moyenne si tu regardes au total le nombre de participants. Tandis que les courses, ça dépend. Tu peux avoir des courses, certaines tu vas avoir un 5, un 10. Ok, là, ça va spread out un peu. Un 10, surtout un 5, un 10, un demi-marathon, là, tu vas vraiment avoir un bon spread. Mais des fois, des courses que tout le monde fait un événement, mettons que tout le monde fait le demi-marathon, tout le monde fait le marathon, ça peut être. Ça peut vraiment. Il va inévitablement y avoir des fils. Donc, de trouver un spot, vraiment excellente stratégie avant une course. C'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas de course dans le futur immédiat. Puis peut-être que. En tout cas, ça aussi, ça va devoir être repensé parce que les gens ne pourront pas attendre super proche dans les fils. Un autre morceau du casse-tête à réaliser pour les organisateurs de courses dans le futur. Mais ouais. Et aussi, un autre truc, j'avais partagé comme des plans d'entraînement de base, vraiment, juste pour donner le squelette d'un entraînement. J'avais décrit un peu c'est quoi un plan pour un noob, quelqu'un qui complètement commence la course, un débutant, intermédiaire, puis avancé. Ben, j'ai partagé un lien vers le Google Sheets pour ce plan-là que vous pouvez pas le modifier, mais vous pouvez le télécharger puis après ça modifier votre copie à vous. Vous n'avez pas besoin de logiciel ou rien, c'est juste Google Sheets, c'est gratuit. Une chose que j'ai écrite dans le document mais que j'ai pas mentionné, c'est la fameuse règle du 10%. Et ça, je pense que c'est très, très important de le mentionner. La règle du 10%, qu'est-ce que ça dit? C'est que tu ne veux pas progresser plus que 10% de semaine en semaine en termes de volume. Donc, si une semaine, tu cours, disons que tu es vraiment débutant, tu cours 3 fois 30 minutes, mettons, ce qui serait noob slash débutant. Là, 90 minutes, la semaine suivante, c'est sûr que quand tu commences de très bas, tu peux aller un petit peu plus que 10% vu que tu es vraiment très 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 bas. Mais dès que tu commences à être, disons que tu es à 140 minutes ou 150 minutes dans une semaine, la semaine suivante ne fait pas plus que 10%. Donc la semaine suivante, si tu es à 150 minutes, tu peux faire 15 minutes de plus. Donc 150 plus 15, 165.
peut-être 170 là, vu que tu es encore au début, mais vraiment pas plus. Faut pas étirer ça. C'est des recettes pour se blesser. Puis ça, c'est une des rares choses qui est scientifiquement prouvée, qui réduit les risques de blessure. De faire attention à son volume, de pas trop essayer de progresser super vite. Et c'est une erreur qui peut arriver, j'en ai aussi encore une fois avec Mathieu, que souvent quand tu commences, tu vas avoir une très grande progression au début, tu sens... tu sens ton cardio s'améliore tellement après 2-3 semaines, là, tu sens oh mon dieu, je suis une nouvelle personne, j'ai tellement d'endurance, puis là tu t'excites, puis là tu vas en faire plus, mais peut-être ton cardio s'est amélioré beaucoup, peut-être pas nécessairement le reste de ton corps, de un. De deux, c'est juste une règle générale, tu veux pas faire plus que 10%, moi je ferais jamais ça, augmenter de plus que 10%, passer de, mettons, je fais une semaine à 500 minutes, puis là après ça, une autre semaine que j'irai à 560 minutes. Ben, ça c'est peut-être des ranges que j'ai déjà fait, mais disons que je vais dans un range très élevé, mettons 550 minutes, puis après ça je pousserai à 650 minutes. Ça, faut jamais faire ça. C'est vraiment, ça va faire une trop grosse différence. Ton corps va avoir trop de misère à s'adapter. Puis peut-être tu te blesseras pas cette fois-là, mais peut-être tu vas affaiblir une partie de ton corps, puis tes risques de blessure, scientifiquement, c'est prouvé que tu as beaucoup plus de chances que quelqu'un qui va faire attention. La quantification d'entraînement est le meilleur prédicteur de la santé physique, musculaire. Toi, as-tu déjà eu des expériences où t'as été un peu trop excité, t'as fait un peu trop, puis... Oui? Ouais, souvent, puis ça a toujours résulté avec la physiothérapie. Fait que je vous dis, tu sais, c'est pas le fun, là. Des fois, j'évitais d'aller chez le physio, fait que je traînais des blessures. Mais au final, ce qui m'aidait, c'était vraiment d'aller en physio. Mais c'est une erreur d'augmenter trop rapidement. Une course, finalement, de trop par semaine, ça peut t'amener quand même plusieurs frais, là, parce que ça coûte de l'argent, là, aller en physio. Puis aussi, c'est douloureux, fait que, ben, pas la physio, mais tu sais, les blessures qui sont entraînées. C'est tellement pénible. Ah, c'est plate parce Moral puis physique. c'est ça, parce que tu te dis, mais j'ai le cardio pour le faire, mais je suis blessée, fait que là, il faut que je fasse presque rien finalement dans ma semaine pour éviter d'empirer ma situation. Fait que, non, c'est mieux d'y aller, d'être patient, d'y aller un pas à la fois, puis surtout en commençant. Tu sais, moi, j'ai commencé la course, tu sais, avec aucune base, là, pas d'entraîneur, puis tout, puis quand j'avais commencé, tu sais, je faisais vraiment n'importe quoi, là. J'avais pas les bons conseils de François, là, pour m'aider, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'était parce que j'avais pas nécessairement la technique pour le faire, puis que je faisais trop de volume aussi pour l'adaptation que je pouvais faire avec mon corps. Mais tu sais, j'imagine que quand c'est un sport que tu fais depuis longtemps, que tu augmentes un peu plus ta charge d'entraînement, tu sais, ton corps est déjà un peu habitué au mouvement, est habitué au choc, habitué à tout ça. Fait que faire des hausses de volume, peut-être que ça se prend mieux quand tu es habitué versus quand tu commences. Fait que quand on commence, moi j'ai l'impression, à l'inverse de ce que tu as dit tantôt, que c'est même peut-être plus important. Puisque la physiothérapie m'a appris aussi, m'ont donné plusieurs fois là, des protocoles de retour à l'entraînement de la course à pied. Puis c'était souvent, tu cours 1 minute, tu marches 2 minutes. Fait que là, la première semaine, c'est pas mal ça tes entraînements. Là. Fait que c'est lourd, là. Oui, c'est vraiment pénible. J'en connais du monde qui ont été pris longtemps avec ça, des 1 minute on, 1 minute off là, de marche, c'est plate. Tu es supposé de maintenir cet entraînement-là jusqu'à temps que tu ressentes plus de douleur. Puis, tu peux augmenter après ça, là, tu vas faire, mettons, 3 minutes de course puis 1 minute de marche. Fait que de plus en plus, tu vas augmenter ta portion de course dans ton entraînement puis diminuer la portion de marche. Mais ça fait que dès que tu as des douleurs, ben, tu dois redescendre puis te remettre à marcher plus longtemps dans tes entraînements. Fait que c'est vraiment, tu sais, je pense que la prévention, c'est vraiment la clé là-dedans, là, parce qu'on veut pas, je vous dis, c'est vraiment plate. Là, surtout en ce moment, j'imagine qu'aller consulter en physiothérapie, c'est pas quelque chose de très accessible. Ouais, faire de la visiothérapie. Ouais, c'est ça. C'est très dur. C'est déjà dur de savoir d'où une douleur vient en tant que physio. J'ai déjà fait mon rant là-dessus il y a quelques épisodes. Mais déjà là, fait que de le faire à distance, encore plus difficile. Puis c'est ça, tu sais, ce que je voulais dire par le point de quand tu commences, c'est pas si grave, c'est juste que 10%, c'est tellement facile, tu peux buster par 5 minutes ton 10% facilement quand tu commences, mettons que tu commences à 100 minutes, puis là tu fais
112 ou 115 minutes. Je pense pas que 5 minutes de plus va te faire de mal, 10 minutes de plus là-dedans. Mais là, mettons que tu fais 130, là oui, ça serait trop, 20 minutes. C'est juste plus tu montes, plus si tu bosses le 10%, comme ça va. Si le boss de 5 minutes encore, c'est pas si grave que ça. Mais c'est plus. Les pourcentages veulent dire. Signifient un plus grand range quand tu es dans un plus haut niveau. Je pense que dans tous les cas, c'est très important de faire attention, de pas trop dépasser. C'est une rule of thumb, c'est approximatif, mais c'est prouvé. Puis il y a bien des règles qui sont très approximatives, puis pourtant qui sont ultra utiles, puis scientifiquement prouvées. Donc, c'en est une. Puis dernier point un peu par rapport à l'entraînement de course, il y a beaucoup de monde, ça je sais, il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis quand je commençais aussi, c'était ma mentalité, donc je peux totalement le voir, que à chaque fois qu'ils vont courir, c'est comme un entraînement. À chaque fois que tu cours, c'est ok, là, à chaque fois que je m'en vais courir, c'est j'essaie de faire le 10 km le plus vite possible. C'est absolument pas sustainable, absolument pas soutenable. Ton corps va complètement lâcher, ton corps va pas s'améliorer en faisant ça. Puis, je sais que intuitivement, on a l'impression, puis moi je dis toujours, plus tu te pratiques avec quelque chose, plus tu deviens bon. C'est sûr que intuitivement, on a l'impression, plus je me pratique à faire un 10 km, puis plus je souffre, plus je deviens bon. Le fait est que pour l'entraînement d'endurance, t'as besoin, tes muscles ont besoin de récupérer pour devenir plus fort. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement, c'est une des choses auxquelles je crois à la science, que t'as besoin de récupération, puis que c'est pas en te poussant à 100% que tu vas t'améliorer. J'en suis un exemple, je me pousse dans mes entraînements, mais je vais pas si vite dans mes easy runs. En fait, mes easy runs, pour bien longtemps, je faisais autour de 5-15 du kilomètre, 5 minutes du kilomètre, ce qui peut être vite pour certaines personnes. Je sais pas à tout le monde qu'il faut courir à cette vitesse-là. Il y en a peut-être que c'est 6 minutes leur vitesse d'easy run comme toi. Et c'est ça. Puis je suis resté bien loin des blessures avec ça. Donc, quand c'est pas votre journée d'entraînement, poussez pas. Puis un truc pour ça, c'est le truc de la discussion. Donc, si tu es capable d'avoir une discussion avec quelqu'un, tu es correct. Tu es capable sans être comme à bout de souffle. C'est sûr que quand tu commences, tu vas être plus facilement à bout de souffle, juste par défaut, parce que c'est difficile quand tu commences la course. Mais quand tu es rendu, je dirais, au niveau débutant / intermédiaire, tu devrais être capable d'avoir une conversation pendant tes jogs relax. Si c'est pas le cas, c'est que tu les fais trop vite. Donc, c'est un peu ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que toi aussi, tu as déjà utilisé ou entendu cette règle-là? Ou? Ben non, pour vrai, c'est depuis que je te connais que j'ai entendu ça. Avant, je l'avais jamais entendu, mais je pense que c'est un bon... c'est un bon principe à respecter, là, parce que... moi, mettons, quand j'allais m'entraîner, c'était toujours, comme tu dis, là, c'était un entraînement. Là. Fait que, je me poussais à fond. Mais ça faisait que, justement, pour me laisser le temps de récupérer, des fois, je laissais comme 2-3 jours entre mes entraînements parce que ça marchait pas. Mais, au lieu de faire des gros entraînements comme ça aurait été mieux de faire plusieurs petits. Même des easy runs. Puis, fait que finalement, c'est ça. Je pense que ce principe-là est bon pour l'amélioration, finalement. Ouais. Si tu récupères plus rapidement, tu peux... Tes muscles ont besoin de ça, des easy runs. Moi, je me souviens, dans le temps que je courais avec McGill, que là, on se tapait des gros workouts, des gros entraînements, des fois de piste ou juste des gros entraînements de cross-country, que tes muscles, t'es défoncé après ça le soir. Puis le lendemain matin, première chose que j'allais faire, j'allais courir dans les sentiers du Mont-Royal, bien relax. Puis je me sentais... C'était pénible, ce run-là. J'étais comme... au début, mes muscles étaient vraiment défoncés quand je sortais le matin. Mais vers la fin de la run, c'était vraiment pas si pire. Puis t'envoies du sang. T'envoies du sang qui va aider à la récupération, qui va aider à la reformation des muscles. Donc, faire circuler le sang, que ce soit quand t'as une blessure, de le faire circuler en faisant du pull running ou en faisant juste des petits exercices, mais juste de faire circuler le sang. Selon moi, ça aide énormément à la récupération. Donc, c'est ça, soyez capable de tenir une conversation.
Si vous courez tout seul, comme la majorité des gens en ce moment, mais je dirais essayez juste de peut-être vous parler tout seul un petit peu. Ou avoir comme un débat dans votre tête sans parler tout le long. Ça, parler tout le long, ça peut être très difficile. C'est pas ça, mais c'est d'être capable de dire des mots de temps en temps, puis de pas être mort à bout de souffle. Vous devriez être capable de faire ça si vous allez à bonne vitesse. Si vous n'allez pas à une allure qui est une cadence trop rapide pour votre niveau en ce moment, comme Easy Pace. Ensuite, j'ai oublié de faire la distinction entre un soulier racer versus un trainer. C'est une chose, ça m'est juste pop-up dans la tête. Je pense que je regardais des souliers sur internet, là j'ai vu des souliers vraiment de course versus d'entraînement. Donc, la grosse différence, un soulier racer de course va être généralement beaucoup plus léger, beaucoup plus minimaliste, pas nécessairement qu'il soit zero drop, mais vraiment que la semelle va être plus petite pour avoir cette légèreté-là. Puis vraiment, c'est pas un soulier qui va être confortable nécessairement. Beaucoup de gens ils veulent que ce soit vraiment très tight pour que vous ayez le meilleur grip quand vous faites des tournants, puis pour que vraiment ça soit ultra léger parce que le poids, c'est un des facteurs principaux de qu'est-ce qui va vous faire aller plus vite, surtout le poids que vous avez sur vos souliers. Parce que en fait, sur vos pieds, je veux dire, parce que c'est vos pieds qui bougent à chaque mouvement. C'est plus important le poids sur vos pieds que le poids dans votre abdomen. Vraiment, fait que chaque 10 grammes compte sur votre pied. Donc, des souliers racer, vous voulez en général que ce soit plus léger. C'est sûr qu'il y a l'aberration, l'exception à la règle, c'est le Nike 4% ou le Nike Next Percent qui est, si on veut, un peu plus lourd puis un peu plus maximaliste comparé aux autres. Mais ça, c'est quand même un soulier de marathon. C'est pas un soulier. Tu pourrais l'utiliser à un demi-marathon. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent même pour des 10 km. Je me souviens, Thomas Fafard dans le 10 km de l'Université Laval, c'est ça qu'il y avait quand il m'a battu. Et donc, certaines personnes vont le pousser jusque-là. Personnellement, je réserverais pas ça à moins qu'un demi-marathon. Puis je veux vraiment aller dans le chemin un peu de la science qui dit clairement que chaque gramme vraiment fait une grosse différence. Donc ça c'est vraiment un racer, tandis qu'un trainer, tu veux que ce soit un soulier plus confortable, en général un petit peu plus lourd qu'un racer, à moins que tu sois vraiment en five fingers, ultra minimaliste. En général c'est plus lourd, puis ça va vraiment manger le millage. Puis selon moi un trainer, comme j'ai expliqué dans le dernier épisode, je vais pas trop repasser là-dessus, mais t'as pas besoin de dépenser des gros dollars là-dessus parce qu'en fait tu vas devoir en dépenser beaucoup parce que c'est ça qui va manger tout ton millage. Faut que tu le changes assez régulièrement vu qu'il va s'user très vite. Donc, le trainer, dépensez pas trop là-dessus. Mais c'est ça vraiment la distinction que je veux faire. Tandis qu'un racer, tu peux dépenser un 200$ si tu veux là-dessus. Parce que tu vas le dépenser une fois, selon moi, en 1 ou 2 ans, dépendamment du nombre de courses que tu fais. Aussi, je voulais faire une clarification sur les tarifs des cliniques de course. Comme j'avais dit, je pense que j'avais donné l'impression un peu que comme toutes les cliniques de course, mettons des boutiques, c'est tout gratuit, ça varie. Je crois que celle de Running Room, c'est gratuit, mais je suis pas sûr. Tandis que boutique endurance, je sais qu'il y a quand même des forfaits différents que tu peux payer pour le niveau de coaching que tu as. Mais t'as comme un peu, c'est comme un peu un différent niveau. Tu peux avoir, si tu payes rien à la base, tu risques d'avoir, you pay what you get, tu vas avoir moins de coaching individualisé, moins d'entraînement de groupe, tout ça. Là, quand tu commences à payer un peu, là, tu vas en avoir un peu plus. Puis là, si tu vas vraiment vers un club qui est pas nécessairement une boutique, quoi qu'il y a peut-être certains clubs associés à des boutiques qui sont très haut niveau, mais quand tu vas vraiment en club, là, ça va être plus cher parce que tu n'as pas une boutique qui finance ça, qui supporte ça avec la vente de souliers. Mais là, c'est là souvent que tu vas avoir quand même pas mal dans le top en termes de coaching. Mais tu peux aussi avoir de l'excellent coaching avec une boutique. Je dis pas le contraire. Je connais du monde qui sont ultra satisfaits. Ça varie vraiment d'une place à l'autre. On peut pas comparer l'un à l'autre. Mais c'était juste pour clarifier ça que
attendez-vous pas nécessairement que ce soit gratuit parce que vous achetez un item à la boutique Endurance qu'après ça vous pouvez avoir plein d'entraînements gratuits. Faut regarder ça, faut se renseigner. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir de répondre à ça. Et parlant de boutiques, ben, les boutiques de course, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ouvertes à partir du 11 mai. Ouais, la plupart des boutiques de course devraient être ouvertes à partir de hier en fait. Regardez, téléphonez-leur pour vérifier ou regardez sur Google Maps, mais vous pouvez maintenant à plusieurs endroits aller en personne, tester les souliers si vous le désirez. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, côté nouvelles, c'est drôle comment tout évolue. Je me souviens quand je jasais avec Jérôme, on jasait du retour possible au 19 mai pour Montréal. Puis pendant qu'on jasait ça, ça a été repoussé au 25 mai. Puis je pense que je l'ai collé dans l'épisode, vous écouterez, mais je pense que j'avais dit non, c'est sûr, ça va pas être le 19. Là, on a changé au 25 et maintenant, ça risque encore plus d'être reporté. On avait aussi des discussions qui étaient faites de le déconfinement sportif qui devrait s'en venir. J'en ai jasé un peu aussi avec Jérôme pendant l'entrevue parce que ça venait de sortir. En ce moment, il n'y a pas eu trop d'évolution depuis. Mais c'est drôle, il parlait de soccer 3 contre 3, choses comme ça. Toi qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir l'air un peu... Moi, je suis quand même craintif, je suis quand même assez toujours pessimiste parce que j'ai l'impression que pour les groupes de course, peut-être on sera un peu chanceux, qu'on va... peut-être qu'on pourra faire des petits groupes de 5, mettons, puis de s'assurer de courir pas un derrière l'autre. Ouais, toi, comment tu vois ça un peu, le déconfinement sportif? J'ai l'impression qu'il y a certains sports qui vont être peut-être plus faciles que d'autres. Tu sais, par exemple, la natation en eau libre, c'est quelque chose qui parlait là, que ça risque d'avoir lieu cet été, là, parce que justement, c'est plus facile de garder les distances entre les participants. Je sais pas, peut-être qu'il y a plusieurs... J'imagine qu'il y aura... C'est quelque chose qu'on n'a jamais été confronté avant, mais là, en ce moment, tout le monde est dans la même situation, fait que tout le monde va arriver à des solutions, finalement. J'ai l'impression que tout le monde va réfléchir à ça, puis la force du nombre va faire qu'on va trouver des solutions qui vont permettre, justement, d'avoir quelque chose, peut-être pas de parfait, mais d'acceptable, finalement, là, de retour sportif. Mais j'imagine, moi aussi, que ça sera pas du jour au lendemain, là, ça va être quelque chose de progressif, puis il va falloir qu'on soit patient, je pense. Là. Moi j'ai l'impression que le déconfinement sportif, c'est en premier les équipes professionnelles, vraiment, c'est surtout d'elles qu'on parle parce que c'est une grosse source de revenus quand même, les revenus sportifs. Si on pense aux Canadiens par exemple, juste ça c'est énorme. Et aussi, une chose qui me fait un peu peur, c'est pour les jeunes. Comme moi, je pense, en ce moment, les profs d'éducation physique, ça varie vraiment d'un endroit à l'autre. Mais la majorité des endroits, j'ai l'impression qu'ils vont faire comme à mon école ce qu'on prévoyait faire si on a un retour au 25 mai, qu'il n'y a plus de cours d'éducation physique. Parce que les récrés, en ce moment, on ne peut pas avoir de récré. Donc, à la place, ça serait que nous, les profs d'éducation physique, on s'occupe des jeunes. On les a 2 périodes de 15 minutes par jour, une le matin et le soir, qui fait comme les récrés qu'on avait avant. Sauf que c'est comme ça, on a juste un groupe à la fois, on coordonne ça complètement nouveau pour faire chaque groupe une fois le matin, une fois le soir. Mais c'est ça, les enfants ont besoin de bouger. En tout cas, moi, j'ai besoin de les voir bouger, puis je pense qu'ils ont besoin de bouger. Je voyais ça justement aujourd'hui quand il y avait des parents qui revenaient avec des kids là, qui sautent partout, qui courent partout, ils ont besoin. C'est ça, je suis quand même... j'ai pas de problème avec le déconfinement dans les régions où est-ce que c'est peu affecté. Mais c'est ça, c'est ma crainte. C'est ici... ça va être dur. Ça a l'air que les jeunes sont capables de ne pas bouger, ça a l'air qu'ils ont compris dans les régions puis qu'ils suivent les directives. Mais comment longtemps est-ce qu'ils vont être capables, puis comment ça va les affecter surtout. Je pense qu'ils sont capables de continuer, mais je trouve que c'est tellement important le sport. J'ai jamais, quand j'étais jeune, je me considérais pas du tout comme un grand sportif, mais je faisais quand même beaucoup de sport quand je regarde ça en rétrospective.
juste à la récré, là, c'est ça qu'on fait, c'est du sport, là, c'est... des fois tu sors, tu jases ou quoi, mais t'es debout, tu bouges. Je jouais souvent au soccer à récré avec des amis. Les cours de gym, j'aimais ça, je bougeais. Fait que de plus avoir ça, comme en septembre, c'est ça ma crainte, même en septembre, de quoi ça va avoir l'air. On essaie de penser, mais comme j'ai de la misère à m'imaginer de faire un an de les faire comme danser sur place pendant 1 heure ou pendant 30 minutes. C'est tellement plate dans ma tête. Je veux des jeux différents, dynamiques, que tu as de l'interaction, que tu as des dynamiques. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur quand même. Je me disais peut-être quelques cours de faire de l'éducation. C'est sûr que dans mon titre, il y a aussi l'éducation physique et à la santé. Donc, il y a l'aspect santé. Ma job, c'est aussi, en ce moment, c'est surtout de protéger leur santé en s'assurant qu'ils ne se contaminent pas. Donc, puis je peux aussi passer certains cours à leur enseigner, à leur expliquer le phénomène, comment ça fonctionne, les jambes, tout ça. Mais à un moment donné, ils ont besoin de bouger. Fait que... Mais tu sais, je pense que tu es la personne la mieux placée pour savoir, mais tu sais, il y a un processus ouais, mais on le sait même pas nous-mêmes. On se jase des profs. Puis... C'est pas par rapport au déconfinement, mais c'est plus par rapport à l'acquisition des capacités motrices. T'sais. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, puis tous les cours d'éducation physique sont pensés en fonction de ça. T'sais, à chaque année, vous montrez des nouveaux mouvements, des nouvelles habiletés, puis finalement, les habiletés futures, ben, on prend pour acquis finalement que les premières habiletés ont été apprises finalement. Là. Ouais, ben c'est comme pour toutes les matières en ce moment, qu'il va y avoir tellement de prérequis que les jeunes n'auront pas, puis ça va être vraiment... Ça va être un shit show, là. Ça va être vraiment dégueulasse la prochaine rentrée, puis il va y avoir plein de rattrapages. Mais c'est surtout, moi, c'est ce que j'ai peur, là, c'est de passer des années, puis que ça devienne une habitude de plus bouger. C'est quand même une grosse crainte pour moi, parce que puis honnêtement, c'est pas juste le cours de gym, c'est que le problème, c'est que maintenant, la majorité des mouvements qu'on va faire, c'est à l'extérieur du cours de gym, en réalité. Si on a une vie quand même saine et active, c'est ça. Puis on apprend tellement en dehors du cours de gym. Honnêtement, tu sais, le cours de gym, selon moi, le rôle que ça a, c'est pas tant d'apprendre des mouvements ou quoi. Oui, un petit peu, mais c'est surtout de faire aimer le mouvement pour qu'il en fasse en dehors. Parce que t'as pas vraiment le temps d'apprendre tant, parce que ça prend tellement de répétition du mouvement. Donc t'as pas le temps d'apprendre d'apprendre tout ce que tu devrais pouvoir apprendre physiquement. C'est tellement... Tu peux pas l'apprendre comme ça prend de la répétition. Ton corps doit assimiler le mouvement. Fait moi, ma job, je la vois plus comme faire aimer le bouger. Puis c'est pour ça que j'essaie toujours de vraiment d'inclure tous les jeunes. Je veux vraiment juste rendre ça le fun. Puis, tu sais, ça a l'air... Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme étant ça, la gym, que c'est juste le temps pour les jeunes d'avoir du fun. Mais je trouve que c'est vrai, mais que c'est un rôle. C'est le rôle et que ça soit fun et qu'ils aiment ça, puis qu'ils incorporent ça dans le reste. Pas juste que c'est le fun pour qu'ils lâchent leur fun, puis après ça qu'ils écoutent. Oui, ils vont mieux écouter, il y a des études qui montrent ça. Mais c'est vraiment ça le rôle que je vois. Je veux... Puis moi, j'adore ça. C'est ce qui rend ma job que je vais y aller, puis que je vais la faire, que je vais me lever le matin pour y aller. C'est de les entendre rire, puis crier, puis tu sais... Oui, c'est pénible pour les oreilles. Quand je suis dans le moment, je fais comme tabarnak. C'est vraiment, j'ai mal aux oreilles, puis j'en ai assez, mais là, ça me manque en tabarouette, puis je sais que c'est important. Fait que c'est un peu une de mes craintes de ne pas avoir ça, comment ça va te fucker ton enfance. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, puis j'espère qu'ils sont capables de revenir, qu'on pourra revenir à une normale, puis que cette normale-là, c'est ça, qu'ils vont y revenir. Parce que sinon ça pourrait avoir des grosses conséquences sur notre système de santé. Bon, finalement, on arrive à la dernière nouvelle, mais qui était une grosse nouvelle, qui a été une bombe dans le monde. Ça a affecté, je pense, tous les coureurs. Oui, une grande partie des coureurs ont entendu parler de ça. Moi, j'étais tombé ça sur Facebook. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, ben voici, c'est l'histoire d'Ahmaud Arbery. Ceux qui ont remarqué, ceux qui me suivent sur Strava pourront avoir noté que vendredi,
j'ai donné le titre Iron with Mod, hashtag Iron with Mod à ma course. C'était en l'honneur de la fête de Ahmaud Arbery. Cet incident-là s'est passé autour de février. C'est un footballeur à la base, mais il était aussi très connu pour faire du jogging dans son coin. Donc un footballeur slash coureur noir qui il courait, puis il y a une vidéo qui est sortie. Donc ça s'est passé en février. Et là, qu'est-ce qui était arrivé? On le savait pas encore, on l'avait pas bien vu sur le vidéo. Ce qui avait été dit, c'était deux citoyens qui avant avaient un peu... Il y en avait un que je sais qui avait des liens un peu avec la police ou avec le district attorney, je sais plus trop quoi, qui trouvaient suspicieux, ils ont dit qu'ils pensaient que c'était quelqu'un qui avait commis un vol. Puis là, ils l'ont suivi en pick-up, puis là, ils l'ont dit « Hey, stop », ils l'ont arrêté. Puis là, ils disent que Ahmaud a essayé de prendre son shotgun qu'il tenait, l'autre personne. Puis il a eu peur, alors il l'a tiré. Puis là, il y a le vidéo qui est sorti par contre très récemment, il y a quelques semaines, puis c'est pour ça qu'il y a vraiment vraiment un regain du uproar de ça, de vraiment la rage des gens, parce que dans le vidéo, ça peut être, le vidéo, les images valent 1000 mots. Tu dis cette histoire-là, tu peux dire ah ouais, ok, mais c'était un suspect d'un vol, puis il a essayé de se battre pour avoir le shotgun, mais quand tu regardes la vidéo, tu vois les deux hommes qui suivent le gars qui fait simplement jogger dans la rue avec leur pick-up, puis là, qui se mettent devant lui, s'arrêtent devant lui, puis là, un des deux débarque, puis se met dans son chemin. Là, on voit pas trop qu'est-ce qui se passe, on voit juste un moment donné, les deux se battent pour un shotgun, puis là, tu vois pas, t'entends un coup, puis après ça, je pense qu'il tombe sur le sol. On pourrait dire, ok, c'est une erreur humaine, mettons que par hasard, ils se croisent, puis là, le gars, il saute à eux, puis eux, ils disent juste, hey, stop, puis il agit vraiment, tu sais, je sais pas, ce serait difficile, mais j'aurais pu vous imaginer qu'il y aurait un scénario que là, tu sais, eux ont vraiment accidentellement été dans son chemin, puis que là, ils craignaient pour leur vie, puis selon la loi du stand your ground, là-bas, j'oublie c'est quel état, en Géorgie, donc la loi dit stand your ground, si tu restes sur place puis que quelqu'un t'attaque, tu as le droit de te défendre avec ton arme puis de tuer. Donc selon ça, selon leur stand your ground, il y a rien qui peut leur arriver. Mais là, c'est tellement pas le cas dans la vidéo, on voit c'est comme des stalkers vraiment qui le suivent, ils sont vraiment comme stickés sur lui. Puis leur seul vraiment motif, c'est, ils disaient, on a entendu dire qu'il y avait eu des robberies dans le coin, qu'il y avait eu des vols dans le coin, puis il avait l'air suspicieux, on pensait que c'était un autre gars qui avait fait un vol parce qu'il était noir, puis fait que c'est pour ça qu'on a fait un citizen's arrest, une arrestation citoyenne. Par contre, le fait est que tu peux pas faire une arrestation citoyenne à moins que tu aies vu un crime commis, tu sais que c'est arrivé, mettons tu vois quelqu'un qui est sur le bord de sortir une bombe, là tu peux commettre un citizen's arrest. Pas si tu as juste des suspicions que la personne il court dans ce coin là puis il est noir, t'as pas d'affaire avec ça à la base. Oui, c'est sûr, le gars il se bat pour le gun, mais comment tu réagis si t'as deux blancs avec des guns puis t'es noir puis qui se mettent dans ton chemin puis qui sont menaçants. On a vu dans certains cas, j'ai regardé, je me suis mis un peu dans le topic en même temps d'histoires de personnes noires qui se font shooter, puis il y a certaines vidéos de justement un gars qui se fait arrêter par la police, qui court, il fonce pas vers la police, il court pour s'enfuir puis se fait tirer 3-4 fois dans le dos. Fait que dans un monde de même où la police fait ça, comme je peux imaginer que tu pourrais réagir de même en te battant pour désarmer la personne. Donc vraiment tout le monde, vraiment, je pense que tout le monde est derrière lui, sa famille, parce que c'est tellement frustrant crime qu'on soit en 2020 puis qu'il y a encore du monde que juste parce que quelqu'un est noir, ils vont
vont être suspicieux, vraiment enrageants. Puis ça me fait réaliser, moi, un peu mon privilège d'être blanc, de ne pas avoir peur de la police quand je cours ou d'avoir peur du jugement des gens quand je cours. Puis ça m'est arrivé souvent que je cours à des heures pas rapport. Mais vu que je suis blanc, j'ai aucune peur vraiment que du monde va me prendre pour un criminel ou quoi, vont mal interpréter ça. Récemment, j'ai partagé justement un post sur Facebook de la personne qui dit Hey, sors pas sans ton masque. Mais il parle pas de masque de COVID, c'est en fait un masque de personne à tête blanche pour la personne noire, donc pour pas qu'il se fasse shooter. Ouais, vraiment, quand j'ai vu ça, de un, tu as déjà un petit lien avec la personne parce que c'est un coureur aussi, puis tu t'imagines toi, je pense que c'est vraiment chaque coureur, on peut se voir dans la personne, on se dit voyons donc, comme moi je fais mon jogging, c'est genre c'est à quel point c'est injuste, tu sais, genre il faisait le jogging, le gars il y avait pas un dossier, je pense qu'il avait peut-être une fois été arrêté pour avoir volé quelque chose dans un dep ou quoi, mais that's it. Il y a une vidéo qui est sortie que il était un peu avant, il était dans un site de construction puis il regardait, oui c'est là, sure, mais il a rien pris. Peut-être que s'il y avait quelque chose, il l'aurait volé, mais il l'a pas fait. Puis c'est pas une suspicion juste de quelqu'un qui fait quelque chose de même, ça mérite pas de te faire shooter. Donc c'est vraiment enrageant. Et puis il y a quelqu'un qui a fait quelques jours après un stunt que c'est un blanc qui était dans un quartier qui est reconnu quand même pour avoir des vols récemment. Puis il a couru en chest avec une casquette par en arrière, avec une télé. Puis il a couru la distance, je pense à 2,21 miles, quelque chose genre. Puis il se faisait saluer par ses voisins, puis rien. Alors qu'il court avec une télé, le stéréotype classique, mais parce qu'il est blanc. Il arrivait rien, fait que c'est vraiment enrageant. Puis c'est quand même une nouvelle à partager pour un peu faire réaliser aux gens comme qu'on a un privilège en étant blanc, en étant pas une personne racisée, que crime, on n'a pas cette peur-là quand on sort courir. Juste d'avoir cette peur-là, c'est quand même assez fou. Juste hier soir, quand je quittais, je suis resté dans le fond. On s'était censé quitter autour de 2 heures, mais là, il pleuvait, puis je suis venu en courant. Donc là, je suis resté dans mon bureau, la porte fermée. Puis là, tout le monde est parti, personne n'a comme vérifié que si j'étais là. Mais en même temps, j'avais fermé la porte, puis je pense qu'on était censé vraiment être parti. Puis là, quand je suis sorti autour de genre 6 heures, là, comme tout était sombre, puis là, j'ai activé l'alarme, là, que ça faisait comme bip. Puis là, j'étais comme oh shit, j'ai comme oh. Puis là, j'ai fait bon. Puis là, j'ai sorti par la cour au lieu de sortir par l'autre sortie. Puis là, par la cour, la porte était. Le fence était barré, fait que j'ai juste hop the fence, tu sais, ultra louche. Puis, mais j'étais comme oh my god, si j'étais noir en ce moment, je craindrais pour ma vie, tu sais, de me faire shooter par un policier parce que je viens d'activer une alarme ou quoi. Ou tu sais, juste. Peut-être pas. T'es sûr, au Canada, c'est différent qu'aux States, mais quand même, juste de me faire. Juste arrêter par la police, me faire hey, qu'est-ce que tu fais là. Je sais que moi, je sais que mes chances en étant blanc, c'est juste comme je vais leur montrer je travaille là, voilà, puis ils vont m'écouter, tu sais. C'est pas tous les policiers qui sont racistes, pas toutes les personnes. En fait, je pense que la majorité des gens ne sont pas racistes, mais c'est juste des petites affaires de même, juste une suspicion comme ça. Je sais pas s'ils étaient racistes, les deux personnes qui ont commis le meurtre, qui risquent d'être... Là, les enquêtes ont été réouvertes finalement dans ce cas-là. J'ai l'impression qu'ils le sont pas, mais que juste cette petite... cette suspicion, comme c'est un peu un fossile, pas un fossile, mais un soupçon? non, mais tu sais, quand tu dis un restant un remnant en anglais, là, tu sais, de l'époque, toute l'époque, la ségrégation, tout ça, ça reste quand même un peu, puis je sais,
c'est pas du racisme, mais c'est de la... je cherche le mot en ce Préjugés? moment. Ouais, c'est ça, des préjugés, juste je pense qu'il y a un autre mot aussi que je cherche, mais en tout cas, de juste avoir une suspicion, un peu une peur de cette personne de dire, je pense qu'il est louche, quoi. Ouais, ben, j'imagine aussi, tu sais, que c'est toute une histoire. Tu sais, là, il y a deux choses, là. Il y a, tu sais, n'importe qui peut tirer n'importe qui dans la vie, là. Mais il y a aussi, tu sais, le fait que ça a été comme des policiers qui ont fait ça. Probablement qu'il y a eu des Mais manquements au niveau des lois, c'est là. pas des policiers, mais il y avait quelqu'un qui avait un lien. Ok. Qui avait un lien. Mais ils étaient pas policiers au moment. Mais il y avait quelqu'un qui avait un lien quand même. Fait qu'on suspecte que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas été arrêtés. Je pense qu'ils ont été questionnés et tout, mais ils les ont pas arrêtés alors que. Ok, fait qu'il ça- était même pas policier. non, il était pas policier, c'était un homme puis son fils. Puis au moment que ça est arrivé, il était pas policier. Mais c'est C'était un particulier. citizen's arrest. Ok. Une arrestation citoyenne. Ok, je comprends. Fait que c'est des citoyens qui arrêtaient quelqu'un. Ouais. C'est particulier. J'imagine que. Ben, c'est ça. C'est des réalités différentes, les États-Unis puis le Canada, là. Mais. C'est ça. Je sais pas c'est quoi leur. Tu sais, leur relation avec l'arme à feu est différente aussi celle qu'on a, mettons, au Québec, là. Puis même chose pour les lois. Tu sais, je sais pas à quel point. Tu sais, ici, on connaît relativement, je pense, nos lois. Aux États-Unis, je sais pas à quel point mettons, chacun peut connaître ses droits, puis aussi, toutes au plan comme des lois, mettons, qui sont associées à l'arrestation, puis tout, tu sais, les droits quand on se fait arrêter, c'est quoi nos droits face aux policiers, puis tout. Je me demande à quel point les gens là-bas le savent aussi, tu sais. Mais tu sais, t'as le droit de faire un citizen's arrest. Le problème, c'est qu'eux, je pense que leur jugement était affecté par le fait que la personne était noire puis fitait quelqu'un, un autre noir qui a fait un crime il y a quelques jours ou quoi, ou qu'ils ont vu, il y a un suspect noir là. Euh, Juste ça, ça les a fait comme. Ça leur a mis ça up leur jugement dans le moment de l'action, puis que tu sais, tout se passe vite, là, la personne essaie de prendre ton gun, là, tu réagis mal, mais ce qui excuse pas à la base le fait que tu devrais pas jouer au policier si t'es pas policier. T'sais, si tu Mais, vois un crime grave qui est commis devant tes yeux, oui, c'est correct d'intervenir, mais t'es pas un détective, là, t'es pas... mhm. pis si tu veux jouer au détective, mais t'as pas le droit de te mettre dans le chemin de quelqu'un sans avoir de vrais motifs, sans avoir de vue un crime Mais commis. c'est ça, tu sais, puis je veux dire, les policiers, je connais pas leur procédure, mais tu sais, ils doivent nommer police, tu sais, vous êtes en état d'arrestation, tu sais, il y a des démarches qui sont prises pour que la personne, elle se défende pas, puis tu sais, qu'elle comprenne la situation dans laquelle elle se trouve. Tu sais, dans ce cas-ci, le gars, tu sais, je comprends qu'il ait voulu prendre le shotgun, tu sais, des deux assaillants parce qu'il savait pas. Mais Tu sais, ils ont pas des habits de police, ils ont c'est juste ça. l'air d'une gang de, tu sais, et souvent ça a été comparé à un lynch mob récent, tu sais, un lynch mob de 2020 que Mhm. c'est pas officiellement un lynchage, mais comme ça en devient un petit peu par accident. Mais de ça, des deux personnes qui suivent le gars parce qu'il est noir, puis Mhm. qui le suivent, puis qu'après ça, qui se mettent dans son chemin, puis que. Fait que vraiment triste histoire. C'est un gars qui était vraiment était beaucoup aimé de sa communauté, qui il avait des très bonnes notes à l'école, je pense. Fait que très triste. C'est fou, là, tu sais, tu te dis, ce gars-là, son seul défaut, c'est qu'il était. C'est pas un défaut, mais euh, la seule raison pourquoi il est mort, c'était ça, c'était la couleur de sa peau. Euh, Ouais, j'étais quand même choqué quand j'ai vu ça. Je me suis mis à rechercher plein d'autres histoires. C'est ça, de noirs qui se font tirer injustement. Puis franchement, ça, de toutes celles que j'ai lues, incluant dans le passé, ça c'était vraiment une des plus choquantes. T'sais, il y avait celle aussi du gars qui s'enfuit puis se fait tirer par la police, ça aussi c'était assez fort. Mais vraiment, ce cas-ci est assez clair, comme il y a d'autres cas certains où est-ce que là, il y avait le cas de Trayvon Martin, que ça avait été énorme dans les médias, mais celui-là, tu sais, je vous invite à lire la page Wikipédia, je l'ai lu au complet. Dans ce cas-ci, c'est pas si clair que ça. Puis ce qui est drôle, c'est que son assaillant, tout le monde disait qu'il était blanc.
au début, mais en réalité, il était latino. Fait que les médias ont vraiment tout mélangé ça. Puis c'est pas parce qu'il est latino que c'est correct qu'il a tué le noir, mais il s'est fait attaquer. Il y avait des grosses blessures. Je pense pas qu'il s'est fait ça à lui-même. En tout cas, c'est très peu plausible. Donc, il s'est quand même fait attaquer par le jeune. Donc, ça, c'était quand même murky. C'était pas ultra clair. Les médias sont mêlés là-dedans. Personnellement, je pense que je suis un peu plus du côté du gars qui s'est un peu défendu pour lui. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est indéfendable. Il n'y a rien à défendre. Comment ça se fait que tu stalks un jogger qui fait sa run? En tout cas, à moins qu'il y ait un gros revirement incroyable, je vois pas comment les deux Mais je comprends pas non pourraient plus, s'en sortir. tu sais, ce droit-là de l'arrestation citoyenne, tu sais, je veux dire, t'as un doute, la première chose que tu devrais faire, c'est appeler la police, tu sais. Mais moi, je peux comprendre. Je vais pas dire si je suis ni pour ni contre cette loi-là, tu sais. Chaque endroit là, mais je comprends un peu le principe de tu vois un crime qui est commis, tu vois quelqu'un qui commet quelque chose de grave. Selon moi, tu devrais avoir le droit d'arrêter la personne, de la mettre sur le sol. Je peux comprendre. En même temps, il y a le contre-argument à ça que de même, tu vas avoir plein de des petits Batman, du monde qui joue aux super-héros, puis que là, ils vont se mêler des affaires, puis ça peut dégénérer. Ça, je suis d'accord aussi. Mais je peux comprendre un peu cette loi-là, que de la police, ça prend du temps qu'elle vienne. Fait que si t'es capable de gérer ça, mais c'est ça, le problème, on a toujours les gars qui veulent jouer au héros, puis que ils font dégénérer. T'sais, on pense à, mettons, un hold-up qui pourrait bien se passer, si on pense, mettons, en tout cas, il y avait un film, je pense que c'était Place Beyond the Pines, je suis plus sûr, mais il y a un film, c'est ça, que t'es un peu du côté du gars qui fait le hold-up, tu veux que tout se passe bien, sans rien, le gars il est pas violent, il veut juste le hold-up, ça passe bien, mais là t'as quelqu'un qui sort un gun, là ça vire en bordel parce que tout le monde se tire. Dans une situation de même, c'est un peu cave d'essayer de faire, de jouer au héros. Donc ça encourage un peu ce comportement-là, mais en même temps, il peut y avoir des moments que ça peut être bon, fait que je sais pas, c'est dur à dire quelle est meilleure. Mais c'est un peu ça le rôle de cette loi-là, je pense. Puis mais dans tous les cas, à la base, c'était pas une situation où faire un citizen's arrest, c'était vraiment faire ça quand il y a un crime qui est commis. Donc, ouais, c'est assez dégueulasse. Fait que, en tout cas, c'est un peu des nouvelles, une autre nouvelle triste de la course dans ce moment de confinement. Mais bon, vous pouvez dédier une run, une sortie de course à mode sur votre Strava ou sur whatever. Je sais qu'il y en a certains qui courent une certaine distance, je pense que c'est autour de ça, 2,21 miles ou quelque chose du genre. Personnellement, pour moi, c'est pas une bonne sortie, 2,21 miles, fait que j'ai juste fait un nombre arbitraire, un nombre que je faisais, peu importe, puis j'ai appelé ça de même. Mais ouais, pour avoir une pensée pour ça, une pensée pour lui, puis selon moi, d'en parler, ça aide un peu à nous faire penser nous-mêmes à nos préjudices qu'on peut avoir inconsciemment. Veut pas, on peut penser qu'on est complètement clean, mais c'est pas direct, c'est pas du racisme direct, mais c'est indirectement notre cerveau. J'ai l'impression qu'il est un peu wired pour avoir peur des gens qui sont différents. Puis malheureusement, ça fait ça, mais dans un monde social, quand on peut apprendre des erreurs des autres, je pense que c'est important d'être au courant. Quand on regarde aussi les émissions, puis tous les médias, tout ça, c'est, je veux dire, là, maintenant, il y a beaucoup plus de préoccupations dans les médias pour pas donner ces stéréotypes-là, mais les stéréotypes étaient entretenus un peu par les médias avant aussi, là. Mettons, les voleurs dans les films, ils étaient pas mal tout noirs, là, ou, je veux dire, avant, c'était pas mal le cas, là, maintenant, puis ils essaient de mettre des personnes noires, plus de variété, finalement, culturelle dans les émissions, fait que ça, je pense que ça peut aider, justement, mais j'ai l'impression que ça a été entretenu beaucoup par les médias, finalement, là. Possiblement, je suis pas trop au courant, j'ai pas trop suivi dans les films, c'est quoi des fois, des fois ils vont essayer, mettons qu'ils veulent avoir quelqu'un qui est gangster, souvent ils vont prendre quelqu'un de noir. C'est sûr que historiquement, il y a beaucoup de gangsters qui sont noirs, mais le problème n'est pas dans les statistiques. Tu pourrais dire, oui, dans les statistiques, il y a plus mettons que tu es à Chicago, si tu es noir, il y a plus de chances que tu sois dans un gunfight. Ça se peut que ça soit vrai,
Je connais pas cette statistique-là, je dis n'importe quoi en ce moment. Mais ça se peut que pour certaines choses, ils ont des statistiques qui sont pas super. Mais le fait est que tu peux pas assumer que parce que la personne est de telle race, elle va faire partie de ces statistiques-là. Tu peux juste pas mettre ce préjudice-là parce que c'est injuste. Et en sociologie, il y a un concept qui dit que chaque personne a tendance à faire ce que les autres pensent qu'ils vont faire, dans le sens que, mettons, toute la population, c'est ça, la population a des attentes envers toi, puis dit, ben toi, t'es quelqu'un de dangereux qu'on doit se méfier, ben peut-être que tu vas adopter des comportements pour un peu comme cadrer dans ça, là, tu te dis, ben pourquoi je me forcerais? On va toujours un peu essayer de fitter dans le rôle que la société nous met sur nous, c'est naturel, des humains. Fait que c'est ça, c'est un peu le principe de la self-fulfilling prophecy, parce que tu dis telle prophétie, même si ça allait pas arriver normalement, mais juste parce que ça a été dit que ça allait se passer de même, toi tu dis, tu finis par la faire juste parce que tu dis, tout le monde t'a dit que tu vas le faire, fait que... Ouais, on va pas trop déblatérer plus là-dessus. Bref, nos pensées pour la famille de Ahmaud Arbery puis toutes les personnes qui peuvent avoir subi des préjudices similaires. On pense à vous puis on espère qu'un jour on pourra avoir un monde où est-ce que n'importe qui peut aller courir sans avoir peur d'aller courir. Les réactions des autres. Sur ce, merci et bonne prochaine course, peut-être dédiée en pensée à ces personnes.